En mai dernier, Interpol a lancé l'opération Identify Me, en français Identifiez-moi, dans le but d'identifier 46 femmes, toutes mortes dans des circonstances suspectes et dont les corps ont été retrouvés dans 6 pays d'Europe. Et comme parmi elles, 7 ont été retrouvées sur le territoire français entre 1982 et 2021, Interpol a demandé l'aide de la population française pour tenter de les identifier. Il nous a donc semblé important de les relayer, puisqu'il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui connaît l'identité de l'une de ces femmes. Vous êtes, pour une fois, susceptible d'être la clé du mystère. Et sachez que chacune de ces affaires a fait l'objet d'une enquête poussée avant qu'elle ne soit classée par manque de pistes. Il y a donc eu un travail intensif. Des comparaisons ont dû être effectuées avec des femmes ayant été déclarées disparues par leurs proches et dont les profils auraient pu correspondre. Mais malgré ça, les enquêteurs ont fait chou blanc et leurs identités restent un mystère. Soit elles n'ont jamais été portées disparues par leurs proches, qui ont peut-être pensé à un départ volontaire, ou peut-être n'avaient-ils plus de contact avec la victime. Certaines de ces inconnues n'ont peut-être même jamais vécu en France. Les auteurs ont peut-être traversé la frontière pour se débarrasser de leur corps, ce qui expliquerait pourquoi personne en France ne les reconnaît. Et comme aucune n'avait de papier d'identité sur elle, il est probable que le but était justement précisément qu'on ne puisse pas les identifier. L'auteur a peut-être agi de la sorte pour retarder l'enquête. Une enquête est plus laborieuse si on ne connaît pas l'identité de la victime, ou bien peut-être que l'auteur fait partie de l'entourage de la victime et qu'il avait donc tout intérêt à ce qu'elle ne soit jamais identifiée. Donc, il se peut que par un incroyable hasard, l'une de ces femmes était autrefois votre voisine, un membre de votre famille ou une amie que vous n'auriez plus vue du jour au lendemain et que vous avez pensé à tort être encore en vie quelque part. Elles sont comme des fantômes. Alors si les âges et les descriptions sont susceptibles de vous dire quelque chose, de correspondre à un proche perdu de vue, n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous pour savoir si quelqu'un a eu de ces nouvelles, voire à faire quelques recherches sur Internet. S'il n'y a aucune trace de ce proche nulle part et que personne n'a eu de ces nouvelles depuis le moment de sa disparition, c'est peut-être la personne à qui vous pensez. Plus que jamais, ouvrez grand les yeux et les oreilles. Découvrez aujourd'hui leurs histoires. Commençons par la première, c'est la jeune fille à la pièce de Dipens. Elle a été retrouvée par un chasseur le 25 novembre 1982 dans la ville de Le Cellier, en Loire-Atlantique, dans un terrain en friche bordant la route départementale 724. Elle était quasiment à l'état de squelette et habillée de la tête aux pieds et les causes de la mort n'ont pas pu être déterminées. Son âge a été estimé entre 16 et 23 ans, mais il a été réévalué comme étant probablement de 16 ans. Elle aurait donc été âgée d'environ 63 ans de nos jours. Elle mesurait environ 1m65, était de corpulence moyenne, avait les cheveux bruns d'une longueur de 10 cm à l'exception de sa frange. Elle avait la particularité d'avoir une dentition, je cite, parfaite, et ce, sans avoir jamais subi de travaux dentaires. Donc une adolescente sans aucun plombage, avec des dents en parfaite santé, c'est assez peu commun. Ça a le mérite d'être signalé en tout cas. On peut voir qu'un portrait robot accompagne sa description. Elle a l'air d'avoir les traits plutôt fins. Elle n'a pas l'air d'avoir de caractéristiques particulières au niveau de son visage. Voilà, elle n'a pas de grand nez par exemple. Alors, il est probable toutefois que ce portrait robot ne soit pas tout à fait représentatif de la réalité, puisqu'il a été effectué, rappelons-le, à partir d'un visage qui était quasi squelettisé. Donc c'est là une estimation de ce à quoi elle aurait pu ressembler. Je vais vous montrer des portraits robots similaires versus les vrais visages. Voici également des portraits robots similaires versus des portraits robots plus récents, effectués avec des technologies de pointe, du moins plus récentes. Donc, il faudrait se fier à ce portrait robot, disons, dans les grandes lignes. Moi, par exemple, quand je le regarde, j'ai l'impression de voir une trentenaire ou une quadra. J'ai pas l'impression de voir une adolescente de 16 ans. Mais il y a quand même des éléments qui sont généralement pas trop mal estimés à partir d'un crâne,
comme par exemple la profondeur des pommettes, la forme et la taille du nez. Le reste des informations, je dirais qu'il faudrait les prendre avec un peu de distance. Néanmoins, je trouve qu'elle a quand même des traits assez harmonieusement fins, fines lèvres, petit nez, visage. Alors, était-il aussi long ? Je sais pas, j'ai vu tellement de portraits robots avec des contours du visage qui n'avaient rien à voir que moi, je m'y fierais pas trop. On peut s'arrêter 2 secondes sur les lieux de la découverte du corps, maintenant qu'on a sa description physique. Voici une vue récente de la route où elle a été retrouvée, qui a dû changer depuis les années 80. On remarque effectivement pas mal de terrain parsemé de végétation tout au long de cette route. Donc, elle a été abandonnée quelque part par là. Et comme elle est restée un moment avant qu'un chasseur ne tombe sur sa dépouille, c'est a priori un terrain où personne ne met jamais les pieds. On a une vue dégagée, donc je pense que depuis la route, même en étant au volant de sa voiture, on peut choisir comme ça un terrain qui a l'air d'être peu fréquenté. Et cette route d'ailleurs, elle doit être peu fréquentée la nuit. Je trouve que c'est une configuration parfaite pour quelqu'un qui arriverait en voiture par cette route et qui se débarrasserait du corps dans l'un de ces terrains. On remarque qu'il n'y a pas de barrière de sécurité qui sépare la route de la chaussée. C'est plus pratique pour traîner un corps. C'est déjà difficile de transporter un corps sur une longue distance. Donc ça expliquerait pourquoi elle a été retrouvée non loin de la route, sans compter que même si, mettons, l'auteur est très musclé et qui peut déplacer le corps de cette adolescente sans trop de difficultés, il a dû prendre en compte le fait qu'il ne pouvait pas garer son véhicule trop longtemps. Un véhicule garé sur le bas-côté d'une route au milieu de nulle part comme ça aurait attiré l'attention d'un automobiliste qui aurait trouvé la scène bizarre et qui aurait observé en passant comme ça par curiosité et qui aurait été susceptible de se souvenir du modèle. Donc je pense que l'auteur devait faire vite entre le moment où il a arrêté son véhicule et le moment où il a redémarré et qu'il est parti. Donc si cette jeune fille a été amenée ici par la route, elle peut potentiellement venir de n'importe où en France finalement, puisque une voiture c'est mobile, ça peut parcourir de longues distances, donc elle vient peut-être de très loin, mais il ne serait pas non plus inintéressant d'envisager qu'elle puisse également venir de la région, peut-être à l'autre bout de la région, donc du côté de la Loire-Atlantique. Il y a la liste des vêtements qu'elle portait et par chance il y a des photos. On peut lire qu'elle portait un jean bleu de la marque Loïs, taille 38, un chemisier blanc à fines rayures et à volant, une ceinture en cuir de couleur sombre, des chaussures rouges en plastique tressé avec de petits talons de la marque Bata en taille 38. Elle avait également plusieurs bijoux sur elle, une chaîne en métal qui ressemble à s'y méprendre à celle que l'on donne à ceux qui ont terminé leur service militaire. À l'époque, il n'y avait que les hommes qui passaient leur service militaire, donc il lui aurait été donné par un homme, quelqu'un de son entourage. On peut voir qu'elle avait un collier ras de cou en cuir noir orné de 5 perles, 4 bracelets en métal doré et un porte-clés en métal à l'effigie de Napoléon accroché à l'un des passants de son jean. Donc concernant la qualité des vêtements, elle est plutôt correcte. Voilà, les chaussures Bata étaient vendues en France, mais ailleurs en Europe, j'ai vu qu'il y avait une grande usine en France, je crois du côté de la Moselle, qui s'appelait Bataville à l'époque. Donc elle peut très bien venir de France, cette jeune fille. Le jean Loïs, j'ai vu que c'était un jean qui était très en vogue et qui a déferlé sur l'Europe dans les années 80. C'est un jean de qualité correcte, entre 70 et 120 €. Donc je pense que cette jeune fille, elle fait peut-être partie de la classe moyenne. Elle respire pas la marginalité ou la précarité. Moi, ça me fait plutôt penser soit à quelqu'un qui a été arraché du jour au lendemain à son environnement, soit peut-être à une ado qui avait fugué quelquefois. C'était le cas, par exemple, de Walker County. C'est pareil, elle avait des vêtements qui étaient dans la même gamme de prix. Elle avait tous les codes de la classe moyenne et elle faisait effectivement partie de la classe moyenne. Donc, moi, je me demande comment on a pu justifier de la disparition d'une adolescente sans éveiller les soupçons, que ce soit de l'entourage, peut-être même des autorités, dans le cas où elle était scolarisée. De plus, elle a été retrouvée habillée de la tête aux pieds. Donc, le mobile est peut-être autre que sexuel, ou peut-être pas. Mais je me suis posé la question très souvent aux États-Unis quand un corps était abandonné comme ça par la route après avoir été... la personne était... Il lui manquait des dessous ou des vêtements, généralement. Et comme, remarquez, il y a énormément d'objets sur elle, peut-être que l'auteur a volontairement pris son sac à main pour le jeter ailleurs, dans le but justement d'empêcher son identification, parce que remonter jusqu'à elle, c'était peut-être remonter jusqu'à cette personne.
Elle avait tout un tas d'objets et d'accessoires sur elle. Pourquoi il ne manque que son sac? Elle était plutôt coquette, sans doute toujours habillée avec soin, aimant accorder les couleurs de ses vêtements et accessoiriser ses tenues avec des colliers, des bracelets, des ceintures, allant même jusqu'à accessoiriser ses jeans. Une frange aussi courte, ça s'entretient chaque semaine ou grand maximum toutes les 2 semaines, vu que ça pousse très très vite. Et les franges qui demandent le plus d'entretien, ce sont les franges très courtes, comme celle-ci. Donc tout ça mis bout à bout, j'imagine mal vraiment quelqu'un qui vivait à la rue depuis longtemps, qui n'avait pas de foyer, qui manquait d'argent. Elle avait dans ses poches un jeton de taxiphone, une pièce de 10 pence qui est la monnaie anglaise et une boîte d'allumettes petit modèle sans couvercle. Donc c'était peut-être une fumeuse. La pièce de 10 pence, elle a intrigué. Peut-être qu'on est en présence d'une jeune anglaise qui était peut-être uniquement de passage en France. Mais il semble qu'aucune personne ayant son profil n'ait été signalée disparue auprès des autorités anglaises. Et j'imagine mal les policiers français laisser la piste anglaise de côté et Interpol aussi. Donc cette jeune fille, elle n'a pas été déclarée disparue, ni en Angleterre, ni en France. Est-ce qu'elle était ici fille au père? Est-ce qu'elle est venue en France pour faire ses études? Est-ce qu'elle est venue en France pour ses vacances? Qui laisserait son adolescent partir en vacances? Il revient pas, tu signales pas la disparition? C'est bizarre. C'est pour ça que moi, ce cas-là, il me fait penser à une implication de la famille parce que un majeur qui disparaît, ça n'a rien à voir avec une personne mineure qui disparaît. Dans le cas des personnes majeures, les familles peuvent croire que leur proche est parti volontairement, il a le droit. Mais un mineur, il peut pas partir comme ça. Il en a pas le droit et les parents ont une responsabilité et sont obligés de déclarer sa disparition auprès des autorités. Enfin, je trouve ça très très bizarre. Mais en tout cas, quelqu'un a réussi à justifier le pourquoi du comment de l'absence de cette adolescente. On peut aussi remarquer que comme les causes de la mort n'ont pas pu être identifiées, a priori, il n'y a aucune trace de choc ou d'entaille sur ses os. Moi, j'imagine qu'un traumatisme contondant, ça aurait laissé forcément des traces quelque part, que ce soit sur son crâne ou sur ses bras ou ailleurs. Donc là, on serait sur une jeune fille, une adolescente de 16 ans. Essayez de vous imaginer un petit peu que vous ne vous êtes pas inquiété de ne plus voir du jour au lendemain, dans le courant de l'année 1982 ou dans le courant de l'année 1981. C'était peut-être une camarade de classe qui aimait prendre à l'occasion la poudre d'escampette. C'est peut-être la fille de votre voisine que vous n'avez plus vue. Peut-être que malgré son jeune âge, elle avait prévu de partir. On lui aurait proposé un emploi, par exemple. Peut-être qu'un proche vous a dit qu'elle venait de déménager, ou peut-être qu'elle était là depuis peu, dans le cas où c'est une Anglaise, et que ça vous a pas inquiété de la voir repartir sans dire au revoir à personne. Vous avez peut-être supposé qu'elle était retournée chez elle. Elle aurait pu habiter n'importe où en France, en sachant qu'on l'a retrouvée du côté de Nantes et sa région. Cette jeune fille, elle avait un entourage. Vous avez peut-être fait partie de son entourage. Peut-être que vous avez par curiosité repensé à elle et que vous l'avez recherchée sur Internet, mais que vous n'avez trouvé aucune trace d'elle et que vous avez pensé que elle n'était pas du tout réseaux sociaux, qu'elle ne devait pas du tout utiliser Internet. Peut-être même que vous avez un jour croisé des proches de longue date à qui vous avez demandé des nouvelles et que ce proche n'avait pas non plus de nouvelles de notre inconnu. C'est exactement ce qui est arrivé à Walker County. C'est une amie de longue date qui a été étonnée que personne, en demandant à des membres de sa famille et leurs amis en commun, que personne n'ait de nouvelles d'elle depuis longtemps. C'est elle qui a réussi, je vous raconte pas le détail, mais à faire décanter l'enquête. Et cette jeune fille, c'est peut-être aujourd'hui une tante ou une cousine qui aurait eu aujourd'hui une 60aine d'années et vous êtes peut-être toujours un peu étonné de ne l'avoir jamais vue. On vous a peut-être expliqué qu'il y avait une raison logique au fait qu'elle n'ait plus été vue depuis 1981-1982. Voilà. Donc, il devait certainement y avoir une explication logique à l'absence illogique d'une aussi jeune femme, et là pour le coup une adolescente. J'ai essayé de vous donner pas mal d'hypothèses. Je suis vraiment désolée si des fois vous trouvez que je vais trop loin ou que je suis à l'ouest, mais j'essaye de donner des explications, de donner un début de piste, de lui donner une histoire, et peut-être que parmi toutes ces suppositions, il y en a une de bonne et il y en a une qui permettrait à quelqu'un de se souvenir d'elle, on ne sait jamais. Et si vous avez des théories concernant cette jeune demoiselle, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. En étant likées, si elles sont pertinentes, elles vont remonter. Donc ça peut être intéressant. On va maintenant passer à la suivante, la femme aux dents particulières. Le 26 janvier 1994, dans le bois d'Alix, situé dans le petit village de Lacy, dans le Val d'Oise, en Île-de-France, un chasseur découvre un crâne humain.
Il prévient les gendarmes qui trouveront non loin et partiellement enterrés d'autres ossements, tous appartenant à un seul et même corps. Et généralement, lorsque l'on a des ossements qui sont partiellement déterrés, ce sont les animaux sauvages qui ont déterré le corps autrefois enterré. Et c'est pour ça que le crâne a été retrouvé plus loin. Initialement, le corps entier était au même endroit. Il est à noter que les membres inférieurs et supérieurs ont été entravés par des cordelettes. Ont également été retrouvés sur les lieux un long pull rouge qui pourrait tout aussi bien être une robe pull rouge, ainsi qu'une large ceinture noire avec une boucle métallique. Selon le légiste, l'inconnu était âgé d'environ 25 ans et mesurait à peu près 1,56 m et elle avait la peau claire. Et on ne connaît ni la couleur de ses yeux, ni la couleur de ses cheveux. C'est pour cette raison que le portrait robot est en noir et blanc. Elle serait morte entre 1 et 9 ans avant la découverte de son corps, à savoir entre 1985 et 1993. Elle avait la particularité d'avoir ses canines supérieures situées directement à côté de ses incisives centrales. Normalement, on a une dent qui sépare l'incisive centrale de la canine. Donc, il est probable que cette inconnue avait un sourire assez distinctif. Elle aurait pu vous donner l'impression en souriant qu'elle avait moins de dents que la normale, ou bien qu'elles étaient tout simplement plus espacées que la normale, et on ne sait pas si la cause est génétique ou non, à savoir s'il y a potentiellement d'autres personnes dans sa famille ayant cette caractéristique. Elle a bénéficié de soins dentaires classiques jusque dans son adolescence. Il semblerait qu'elle n'en ait plus eu à l'âge adulte, du moins les dernières années de sa vie. Sa clavicule droite présente une trace de fracture ancienne qui remonte a priori à bien avant sa mort. Un portrait robot daté de 1994 a donc été effectué à partir de son crâne. C'est là une estimation de ce à quoi elle pourrait ressembler. Il y a tout un tas de bijoux qui ont été retrouvés sur elle, à savoir une montre Movado en métal doré, une gourmette en métal doré avec gravé dessus le prénom Thierry, 3 bagues en métal doré, l'une ornée d'un saphir, l'autre d'une pierre bleu ciel et une 3e bague composée d'une fine chaîne. Elle avait également une bague en métal argenté ornée d'une pierre bleue et de 7 strass, en sachant que l'un des strass était manquant. Elle avait également un pendentif en métal doré avec au bout la représentation du Christ sur la croix et elle avait également une chaîne de cheville en métal doré. Voilà donc ce que l'on sait. Alors déjà, Lassie, je ne connaissais pas, ça a la particularité d'être un petit village qui compte 186 habitants. Quant au bois d'Alix, il s'agit d'une toute petite forêt qui est située sur les hauteurs de Lassie, loin de toute habitation. Donc le bois d'Alix, ça a l'air assez perdu. Moi qui habite en Île-de-France, encore une fois, je n'en ai jamais entendu parler. Pourtant le Val d'Oise, tout le monde connaît en Île-de-France, mais je me serais jamais douté qu'il pouvait y avoir un si petit village dans le Val d'Oise et donc en Île-de-France. Donc la Jane Doe vient peut-être d'Île-de-France et l'auteur avait peut-être la particularité de bien connaître le coin vu où est situé le bois d'Alix. Et apparemment c'est situé un peu sur les hauteurs de Lassie. Concernant le fait qu'elle ait été entravée, soit son tueur l'a entravée après sa mort pour pouvoir la déplacer plus facilement, de manière à pouvoir contorsionner son corps afin qu'il prenne le moins de place possible, ou alors il l'avait entravée avant sa mort de manière à ce qu'elle soit plus malléable, plus à sa merci. En tout cas, l'auteur ne voulait pas que le corps soit découvert, vu qu'il a pris le temps de l'enterrer. Certains auteurs auraient simplement jeté le corps de leur victime. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils vont choisir des endroits discrets. Pour éviter de les enterrer, ils les jettent et ils s'en vont. Mais là, en plus d'être un endroit discret, l'auteur a, pour mettre toutes les chances de son côté, fait le choix de l'enterrer. Mais bon, dans le fond, on ne sait pas. L'auteur, ou les auteurs, je vais parler au singulier, c'est plus facile, étaient peut-être du genre méfiant, précautionneux, ou soit il y avait une volonté manifeste d'empêcher toute identification, car il faisait peut-être partie de l'entourage de la victime. C'était une femme donc qui portait énormément de bijoux.
Elle affectionnait les bijoux dorés. Vu la bonne qualité de certains, je pense qu'elle devait porter la plupart d'entre eux au quotidien, donc en permanence sur elle. Généralement, quand on a une chaîne de pied, on la garde au quotidien. Ils sont tous en métal doré. C'était sans doute volontaire pour que ce soit harmonieux et justement pour pouvoir être porté au quotidien. Donc, elle était de celles qui portaient toujours pas mal de bijoux. Et ça, c'est une caractéristique assez notable. Il y a des femmes qui ne portent jamais, voire très peu de bijoux. Vu ce collier, elle était donc peut-être chrétienne ou catholique, pratiquante ou non, sans doute que sa famille l'était aussi. Elle a peut-être même reçu en cadeau ce bijou. Moi, je pense que certains devaient être des bijoux de famille. L'une de ses bagues, par exemple, qu'elle aurait récupérée, je sais pas, de sa mère, de sa grand-mère ou autre. La présence de cette gourmette est étonnante. Je me suis dit que si l'auteur est un proche, il aurait sans doute pris soin d'au moins enlever cette gourmette. Mais peut-être que l'auteur a pensé que jamais le corps ne serait découvert, ce qui voudrait dire que peut-être, sûrement même, un Thierry faisait partie de l'entourage de la victime. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait deviner à travers le fait qu'elle ne se soit plus rendue chez le dentiste à l'âge adulte? Soit elle n'avait plus les moyens de s'y rendre, ou peut-être qu'une fois qu'elle n'a plus été contrainte d'y aller par ses parents, elle n'y a plus été. Impossible de le savoir. Sachez en tout cas que faute de pistes, l'enquête a été clôturée en 1998. Les enquêteurs ont essayé de réouvrir cette affaire en 2020, mais le juge a refusé car les faits étaient prescrits. Et les scellés ont malheureusement été détruits dans l'incendie du tribunal de Pontoise en 2003. Voilà. Alors je vous avoue que dans cette affaire, ce qui m'est venu à l'idée, c'est un conjoint violent. Elle avait 25 ans, elle était peut-être au moment de sa disparition en couple avec un homme violent qui aurait expliqué à tout le monde qu'elle l'avait quitté en quittant leur domicile à la Cloche de Bois. Peut-être qu'il restait peu de famille à cette femme, ça expliquerait pourquoi personne n'a signalé sa disparition. Moi je pense qu'elle est française. Sans compter qu'un conjoint violent, il peut isoler sa victime et vouloir la couper de tous ses proches. Donc peut-être qu'il l'avait obligée à couper tout contact avec ses amis et sa famille, et ce depuis pas mal de mois, voire années. Alors peut-être que cette femme avait un entourage aimant qui aurait perdu sa trace depuis longtemps, persuadée qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec eux. Mais l'auteur peut tout aussi bien être un étranger, un détraqué qui aurait agi au détour d'une seule et unique rencontre, quelle que soit la nature de cette rencontre, dans un bar, kidnappé, au détour d'une relation tarifée, peu importe. Mais je pense que c'est moins probable, parce que ce genre de prédateur garde souvent des souvenirs. Or, là, elle semble avoir pas mal de bijoux. Alors, je n'ai pas trouvé de traces de boucles d'oreilles, mais comme son crâne a été retrouvé exposé à l'air libre et à une certaine distance de son corps, je pense qu'elles ont été dispersées. Mais même dans ce cas, dans le cas d'une rencontre funeste, pourquoi personne n'a déclaré la disparition de cette jeune femme? Alors, elle avait peut-être quitté sa région natale pour X ou Y raison, pour aller chercher du boulot, loin, ailleurs, en Île-de-France, et tout le monde a peut-être cru qu'elle avait refait sa vie sans se retourner. Et peut-être aussi, c'est une possibilité que ses proches n'en avaient rien à faire de ce qu'elle pouvait devenir. Malheureusement, ça existe, des familles comme ça. En tout cas, dans cette affaire, il est indéniable que c'est en partageant au maximum sa description et aussi et surtout les photos de ses bijoux qu'elle aura une chance d'être identifiée. Si vous avez dans votre famille une jeune femme qui à la mi-vingtaine n'a plus donné signe de vie pour X ou Y raison, et ce entre 1985 et 1993, il pourrait s'agir de cette inconnue. Elle est peut-être votre tante que votre mère n'a plus revue par exemple, ou bien une cousine qui reste aux abonnés absents depuis les années 80. Elle apparaît peut-être sur de vieilles photos, vous avez peut-être déjà questionné vos proches et on vous a donné une raison logique quant à son absence. Warning aussi s'il y avait un Thierry dans votre famille. Et encore une fois, comment ne pas penser à une Française? Donc, il y a sans doute des membres de sa famille parmi nous, ou d'anciennes amies à elle. Et que donc, si l'un d'entre eux a la chance de tomber sur son habit de recherche, eh bien, il la reconnaîtra. Et comment ne pas penser à un auteur faisant partie de son entourage? De toutes, c'est la seule qui a été enterrée dans un coin paumé, et je suis sûre que c'est parce qu'il fallait absolument éviter qu'on l'identifie sous peine de remonter à l'auteur. Passons à l'inconnue suivante, la femme enceinte au collier de grenat. Le 3 juillet 2001, un promeneur qui se baladait dans la forêt de Mimeur, située dans le département de la Côte d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté, a découvert le corps d'une femme entièrement habillée, enfermée dans un sac confectionné à l'aide de doubles rideaux à motif de type cachemire. Et détail sordide, elle était enceinte.
Le médecin a estimé qu'elle était entre son 7e et son 9e mois de grossesse. Imaginez, on parle d'une grossesse à terme, presque. À cause de la chaleur estivale, il a été impossible de déterminer avec précision la date de sa mort. Elle serait survenue le mois précédant la découverte, en juin 2001. Donc, elle serait morte entre quelques jours avant la découverte de son corps, à grand maximum 1 mois plus tôt. Et la cause de la mort n'est indiquée nulle part. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas pu être déterminée ou bien l'information a-t-elle été volontairement cachée du public par les enquêteurs pour les besoins de l'enquête? Je ne sais pas. En tout cas, on peut observer qu'il n'y a pas de sang sur les rideaux. Un portrait robot a été effectué en 2001, donc j'imagine au moment de la découverte du corps. Je pense qu'il doit être plutôt fiable, en tout cas plus que les 2 précédents. Elle mesurait 1m60, était de forte corpulence avec la peau claire, les cheveux noirs et la couleur de ses yeux n'a pas pu être déterminée. Elle était habillée d'une chemise pour homme à rayures noires et crème de la marque Giorgio Fellini de taille L. Elle portait également un short pour homme gris de la marque ACC Samino taille L. Elle portait également plusieurs bijoux et accessoires, 4 boucles d'oreilles en or de type petite créole à l'oreille droite et 2 à l'oreille gauche. Elle avait une chaîne en or avec un pendentif serti de 3 grenats. Elle avait une autre chaîne en or avec un pendentif en forme de goutte d'eau constitué d'un grenat. Et elle avait également une pince à cheveux en plastique noir représentant un dauphin. Donc, reprenons, si elle était âgée de 35 ans en 2001, ça signifie qu'elle est née probablement autour de 1966 et qu'elle aurait eu cette année, en 2024, 58 ans. Voici sur une carte où se situe la fameuse forêt. Elle est dans la commune de Mimeur. C'est une toute petite commune de 320 habitants qui se situe non loin de Dijon et c'est pas excessivement loin des frontières suisses et allemandes. Une femme enceinte, presque à terme, voire à terme, qui reste non identifiée, c'est quand même assez rare. Généralement, une femme enceinte, elle est surveillée comme le lait sur le feu par son entourage, par ses parents ou même ses meilleurs amis. Alors étonnant qu'une femme correspondant à sa description n'ait pas été portée disparue. Ce qui en a poussé certains à envisager qu'elle n'était peut-être pas du coin, qu'elle n'habitait peut-être même pas en France. L'auteur aurait-il passé la frontière pour se débarrasser d'elle? J'aurais tendance à me ranger du côté du maire de l'époque qui a déclaré, je cite, « Elle n'est sans doute pas originaire d'ici, peut-être même pas française. Nous sommes le long de la route d'Arnay-le-Duc à Pouilly en Ossois. Quelqu'un a pu la déposer ici avant de reprendre la route. » Donc a priori, il y a un axe qui permet d'arriver en voiture et de repartir aussitôt, ni vu ni connu. Et ce qui, je trouve, va dans le sens de cette hypothèse, c'est que la victime n'a pas été enterrée. La précédente, il y avait une volonté farouche qu'elle ne soit pas découverte, mais là non. Et si le corps a été découvert aussi rapidement, quelques jours à une poignée de semaines après, c'est qu'il n'était pas non plus super bien dissimulé. C'est comme si l'auteur avait agi dans la précipitation, mais que ça lui a semblé suffisant pour qu'on ne la reconnaisse pas. Remarquez que dans les 2 premières affaires, ce sont des chasseurs qui ont découvert les corps. C'est dire à quel point ils étaient bien planqués. Là, dans le cas présent, c'est un commercial qui a juste voulu se balader en forêt. Donc, cet inconnu devait être dans un endroit emprunté à pied par les visiteurs ou visible depuis un sentier. Ça laisse encore une fois penser que l'auteur a dû essayer de faire au plus vite et au mieux. Et le fait qu'il ait improvisé un sac de transport avec ses rideaux, on n'est pas sur la préparation du siècle. J'imagine bien une situation où, bon, voilà, elle est morte et je fais quoi maintenant? J'arrache mes rideaux, ça ira. Vous voyez? Rappelons qu'à cause de sa corpulence, d'ailleurs, il aurait été impossible de la faire rentrer dans une valise classique ou dans un grand sac de sport. Il aurait fallu que l'auteur en achète un assez grand avant. Et les vêtements que la victime portait vont aussi, je trouve, dans ce sens. Déjà, on est sur des vêtements d'homme. Et si la victime rentrait dans du taille L, homme, elle devait pas non plus être obèse. Je trouve que ça donne une meilleure idée quant à sa corpulence. Donc, on peut voir que cette chemisette, elle ne va pas du tout avec le short. On a une chemisette de travail avec un short style short de sport ou pyjama. Et en voyant ces vêtements, je me suis dit, imaginez, vous voulez habiller un corps facilement. Avouez que la chemisette, c'est pratique. On peut l'ouvrir au milieu et c'est plus facile à enfiler qu'un t-shirt. Et un short, est-ce que c'est pas 1000 fois plus facile à faire enfiler qu'un pantalon ou un jogging?
Donc, est-ce que c'est pas l'auteur qui l'aurait habillé lui-même avec ses vêtements en prenant les plus pratiques à enfiler? Ce qui veut dire que la victime était peut-être nue au moment des faits, peut-être qu'elle était au lit, ou peut-être même que cet homme taille L, lui, avait prêté des vêtements pour dormir, qui sait? Je me suis intéressée à la qualité des vêtements. La marque Giorgio Fellini, j'ai vu que c'était une marque italienne, mais ça indique pas pour autant le lieu où il aurait habité, puisque c'est une marque qui est vendue un peu partout en Europe. Et je saurais pas dire combien elle devait coûter à l'époque, cette chemisette, mais j'en ai trouvé une équivalente sur Vinted, une chemisette vintage vendue 33 € aujourd'hui. Et je trouve que ça fait cher, surtout pour une chemisette, c'est pas trop la tendance du moment. Donc a priori, si elle coûte 33 € aujourd'hui, c'est qu'elle devait valoir un bon prix quand même à l'époque. Quant à la marque ACC, j'ai pas trouvé grand chose. Je dirais que c'est peut-être moyenne gamme. Donc on est sur des vêtements en termes de prix plutôt corrects, minimum classe moyenne. Et ce qui est intriguant, c'est que notre inconnu porte ses vêtements à lui, mais que paradoxalement, il a laissé ses bijoux. Alors pourquoi ne pas lui avoir laissé ses vêtements et avoir laissé ses bijoux qui sont bien plus reconnaissables? Et elle en avait de très beaux bijoux sur elle, des bijoux en or. Ça me fait penser à des bijoux qu'on porterait pas au quotidien, comme la femme aux dents particulières. On dirait plus des parures qu'on met avant de sortir. Moi en tout cas, ça me fait cet effet quand je regarde ces deux colliers. Alors peut-être que je me trompe. Mais déjà, ça élimine le mobile financier. L'auteur en avait rien à faire de l'argent, sinon il aurait pris les bijoux. C'était donc elle qu'on voulait supprimer et probablement aussi cet enfant à naître. Je sais pas pour vous, mais ça sent quand même très fort le mec qui voulait se débarrasser d'un problème de paternité. Si la victime, en plus de ça, a 35 ans, l'âge probable de cet homme, c'est pas 20 ans. C'est plus probable qu'il ait 35 ans et plus. Et dans les années 2000, il y avait des chances qu'un homme de cet âge soit déjà marié et père de famille. Alors, est-ce que notre inconnue n'était pas la maîtresse? Est-ce qu'elle n'aurait pas caché cette relation avec cet homme à ses proches? Et est-ce qu'elle n'aurait pas menacé cet homme de tout raconter à l'officiel? Elle aurait peut-être exigé qu'il prenne ses responsabilités. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que les choses se sont passées très vite. Par exemple, cette pince à cheveux, ça sent la surprise. Ce genre de pince, ça tombe très vite, surtout en cas de bagarre. Alors voilà, peut-être que tout s'est passé très vite, que la pauvre n'a rien vu venir pour avoir encore sa pince dans les cheveux. Je sais pas du tout, j'émets simplement des hypothèses. Et je trouve que cette pince, elle est quand même aux antipodes du reste des bijoux. Tu vas pas mettre tes super beaux bijoux pour finir ton look avec une pince noire en plastique dauphin. Je trouve que ça a pas trop de sens. Mais je l'imagine bien avoir mis cette pince pour se balader chez elle, par exemple, ou chez cet homme, en sachant qu'elle allait peut-être, qui sait, dormir au moment des faits. En tout cas, je trouve qu'avec ce portrait robot, on peut assez bien visualiser à quoi elle pouvait ressembler, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi aucun avis de disparition n'a pu être relié à cette affaire. Quand bien même elle viendrait d'un pays frontalier, j'imagine que les enquêteurs ont sollicité leurs homologues allemands ou suisses. Et une femme enceinte qui est déclarée disparue, même dans les pays frontaliers, les autorités auraient fait le lien et depuis longtemps. Sauf si sa grossesse n'était pas indiquée. Peut-être que ses proches n'étaient pas au courant. Regardez Véronique Courgeot. Elle avait réussi à cacher toutes ses grossesses à son entourage. Alors être en surpoids l'avait aidé à dissimuler ses grossesses et puis elle mettait des pulls amples. Bon, alors on va essayer de résumer de cette façon-là. Elle a quand même disparu l'année suivant l'an 2000. Donc, elle a dû fêter cette date ô combien symbolique avec ses proches, et puis l'année suivante, elle disparaît. Et ils n'ont plus de nouvelles. Avouez que c'est quand même très mystérieux. En tout cas, sachez qu'elle, contrairement à la Jane Doe précédente, a une sépulture digne de ce nom qui a été financée par la ville de Mimeur, et c'est régulièrement que ses habitants viennent fleurir sa tombe. Voilà. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. Passons à la suivante, dont le corps a été retrouvé le 7 janvier 2005 en Moselle. Elle a été surnommée la femme à la couronne dentaire Richmond. Cette affaire a semble-t-il bénéficié de pas mal d'attention à l'époque, du moins dans la région. Le 7 janvier 2005, le corps mutilé d'une femme a été découvert par un promeneur en bordure du chemin de la départementale 44 en direction du col du Donon sur la commune de Saint-Quirin. Il était indiqué, je cite, « Le corps était dissimulé dans un tonneau de récupération d'eau de pluie de la marque Arcostar et emballé dans des sacs poubelles noirs ficelés à l'aide de cordelettes. »
Des bûcherons avaient déjà repéré le tonneau flotté dans la rivière de la Sarre Rouge à la mi-octobre 2004, soit 3 mois plus tôt, et ignorant son contenu macabre, ils l'avaient tout simplement repêché et déposé dans le fossé sans l'ouvrir. Et c'est seulement en janvier 2005 que les autorités ont été alertées par le fameux promeneur. Notre inconnue serait décédée entre septembre et octobre 2004, ce qui veut dire qu'elle aurait été tuée le même mois où les bûcherons ont aperçu le tonneau flotter, ou bien alors, au maximum, le mois précédent. Elle était âgée entre 35 et 47 ans, elle serait donc née entre 1957 et 1969, ce qui veut dire qu'elle aurait eu aujourd'hui entre 55 et 67 ans. Elle mesurait environ 1m60, avait la peau claire, les cheveux châtain foncé, ondulés, coupés à la garçonne. Interpol explique qu'en raison de la forte présence de jeunes femmes russes dans le secteur à cette époque, les enquêteurs ont envisagé que la victime puisse venir d'Europe de l'Est et en particulier de la Russie. En étudiant sa dentition, il s'est avéré que la victime avait reçu des soins dentaires, je cite, récents et coûteux pour l'époque, qui auraient pu avoir été réalisés en Allemagne. Une couronne Richmond a notamment été découverte et justement, Saint-Quirin est situé non loin de la frontière avec l'Allemagne. Elle portait comme vêtement un débardeur rose de la marque Baba Nuki BNK ainsi qu'un soutien-gorge rouge de la marque Etcher Studio. Alors, en regardant les marques, j'ai vu que Baba Nuki BNK, c'est la marque Baba Nuki qui n'est plus commercialisée. Elle semble avoir cessé d'exister administrativement depuis 2020. Elle appartenait à Eurodif, qui par contre existe toujours. Et c'est une société immatriculée dans le Sentier, à Paris, et spécialisée dans le commerce de détail textile. Donc Baba Nuki était vendu en France. Eurodif, peut-être que c'était vendu à travers toute l'Europe aussi, je ne sais pas. Et je connais pas du tout la gamme, je dirais, vu les prix qu'il y a sur Vinted, on était de bas de gamme à moyenne gamme. Quant à la marque de dessous, Etcher Studio, elle est vendue entre autres par La Redoute. C'est une gamme de dessous tout à fait correcte. Ce type de soutien-gorge est dans les environs quand même de 40 € de nos jours. C'est a priori une marque française, on peut lire sur leur site l'emblème du style parisien. Quant au tonneau, j'ai lu plusieurs sources qui indiquent une fabrication anglaise, mais il est vendu un peu partout, et notamment en France. Et je trouve que ça fait quand même pas mal d'objets qui peuvent tout à fait avoir été achetés en France et qui laissent supposer que cette femme aurait tout à fait pu habiter en France au moment de sa mort, quand bien même elle serait originaire de l'Est et quand bien même elle aurait habité peu de temps avant en Allemagne. Alors voici une vue de la Sarre Rouge. J'ai lu que la confluence de la Sarre Rouge et de la Sarre Blanche donne naissance à la Sarre, qui traverse par endroits l'Allemagne, mais pas que, la Lorraine, l'Alsace bossue également. Donc, je voulais savoir où en fait aurait pu se balader le tonneau. Et la Sarre est un affluent de la Moselle et un sous-affluent du Rhin qui lui traverse énormément de pays, dont l'Allemagne, la France, la Suisse, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche et j'en passe. Alors, où a été jeté ce tonneau ? Est-ce qu'il aurait pu être entraîné par le courant depuis la Sarre et avant ça le Rhin ? Alors, je ne sais pas s'il aurait pu emprunter un tel trajet. En tout cas, ce tonneau, rappelons-le, avait été aperçu en train de stagner 3 mois dans la même zone. Donc on n'est pas sur un courant des plus forts pour qu'il stagne autant de temps au même endroit, en sachant que personne ne l'a aperçu nulle part avant. Donc il a peut-être été directement jeté dans le coin. D'autant plus que selon les analyses, cet inconnu est décédé le même mois où le tonneau a été aperçu la première fois. Ou alors, comme je vous le disais, le mois d'avant. Donc il n'a pas pu flotter sur plusieurs mois, en sachant que rien n'empêche l'auteur de prendre le tonneau en voiture pour aller le jeter très très loin. Donc il ne serait pas étonnant que cet inconnu vienne d'ailleurs, malgré quand même ses vêtements pas mal vendus en France. Elle a peut-être transité de son vivant par l'Allemagne, du moins selon les enquêteurs, vu de ses soins dentaires. Mais venait-elle de plus loin ? De Russie ou d'Europe de l'Est, c'est bien possible. En tout cas, sachez que l'enquête a été minutieuse et qu'elle a duré plusieurs mois. Un homme allemand a même été longuement interrogé avant d'être relâché. Donc, ça converge quand même pas mal vers l'Allemagne. Et je me suis demandé comment, si on ne connaît pas cette femme, on a pu remonter jusqu'à cet homme. Alors, c'est peut-être un criminel notoire. Voilà, il n'est pas rare que dans des affaires, faute de pistes, les enquêteurs se tournent vers des délinquants du coin ou des criminels. Je pense que vu le portrait robot de cette femme, il est fort possible qu'elle soit originaire de l'Est, mais qu'elle a sans doute un peu vécu entre l'Allemagne et la France. Et s'il y avait pas mal de femmes russes dans la région, des compatriotes, eh bien, ça pourrait coller. Elle aurait des raisons, en tout cas, de rester dans cette région
à côté de la frontière et ça lui aurait permis de faire des allers-retours d'un pays à l'autre. Mais pourquoi, encore une fois, aucune de ses compatriotes n'aurait déclaré sa disparition? Et forcément, quand on pense à Europe de l'Est, on pense à quoi? On pense à trafic. Mais les soins dentaires coûteux, j'avoue que ça m'a fait douter. Et puis son âge aussi. 35 ans, c'est possible. Peut-être que 47, un peu moins. Il est peut-être possible que personne ne se soit alarmé de sa disparition parce qu'elle était une femme indépendante et nomade. Vu les soins dentaires coûteux et récents, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une personne en situation de grande précarité financière. Une couronne, ça peut quand même aller jusqu'à 1200, 1500 € et ça colle pas non plus avec la gamme de prix de son soutien-gorge. Donc qui aurait pu lui vouloir du mal et pourquoi ? J'avoue que je pêche un peu, tellement tout est possible. C'est quand même assez compliqué de dresser le profil de cette femme. Mais remarquez une chose, le soutien-gorge a été coupé entre les deux balconnets. Alors, est-ce que ce sont les enquêteurs qui l'ont coupé pour pouvoir analyser le corps ou est-ce que c'est l'auteur ? Guy Georges et d'autres encore coupaient systématiquement les soutiens-gorge de leurs victimes en leur centre, comme ça, lorsqu'ils agressaient leurs victimes. C'est plus pratique puisque l'auteur fait face à la victime et qu'il doit au même moment la maîtriser. Donc peut-être que ça a été une rencontre malheureuse ou était-ce quelqu'un de son entourage, mais je dirais probablement pas familial. Et j'avoue que l'Allemand interrogé par la police m'intrigue. Je vous propose de nous contenter de parfaire la description de cette dame. Donc, vous l'avez peut-être côtoyée si vous êtes originaire de la Moselle ou des alentours. En somme, à l'est de la France. Elle est décédée entre septembre et octobre 2004, donc a disparu des écrans radars dans ces eaux-là. Pour vous resituer, à cette époque, on est en plein mandat Raffarin, sous la présidence de Jacques Chirac. Vous n'auriez plus à cette période aperçu une voisine ou une amie entre septembre et octobre 2004. Elle avait plus ou moins une quarantaine d'années, un nez pointu, des lèvres fines, des yeux légèrement tombants, avec peut-être un accent bien distinctif. Et vous ne vous seriez pas inquiété de ne plus la voir, car elle était originaire d'un pays étranger. Peut-être avait-elle habité en Allemagne récemment et peut-être qu'elle était d'origine russe ou d'un autre pays de l'Est. Elle aurait pu s'en aller à la cloche de bois, c'est-à-dire du jour au lendemain, sans que ça n'alerte qui que ce soit. Et peut-être qu'un propriétaire de la région a dû lui-même débarrasser ses affaires, n'ayant plus de nouvelles de sa locataire, ou était-ce le cas d'un gérant d'hôtel ? C'est possible aussi. Et si personne n'a déclaré sa disparition, c'est tout simplement parce qu'elle n'avait peut-être pas beaucoup d'attaches ici en France. Et si vous avez des pistes supplémentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Passons à présent à l'inconnue suivante, la femme à la bague Jean et Nelly. On va commencer par lire sa fiche Interpol en commençant par la découverte du corps. Le 5 mars 2008, le corps d'une femme est découvert en contrebas d'une corniche dans un lieu très isolé et difficile d'accès de Villefranche-sur-Mer. Le corps se trouvait au milieu des ronces et des buissons à environ 5 mètres du niveau de la route. La femme était décédée 4 à 6 jours avant la découverte du corps des suites d'un traumatisme laissant présumer un acte criminel. La date du décès a été estimée entre le 29 février et le 1er mars 2008, ce qui est assez précis. Elle était âgée entre 60 et 75 ans, donc a priori née entre 1933 et 1948. Elle mesurait 1,60 m, avait les cheveux grisonnants, la peau claire, elle était de forte corpulence, elle portait une prothèse à la hanche du côté gauche de la marque Landanger, numéro L96-211C. Cette prothèse était susceptible de faire partie d'un lot dont les différentes pièces avaient été livrées en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie, et elle était vêtue de chaussettes en mailles noires. Elle avait quelques bijoux sur elle, une alliance en or avec des feuilles de laurier gravées sur la face externe et l'inscription « Jean et Nelly, 25 juin 1960 » gravée sur la face interne, bague qu'elle portait à l'annulaire gauche. Elle avait également une bague en or avec une pierre bleue portée à l'annulaire droit et elle avait une bague en or avec une pierre rouge portée également à l'annulaire droit. Ces deux bagues ornées de pierres ont très probablement été fabriquées entre 1940 et 1960 et confectionnées en Italie ou en Turquie. Alors, on peut commencer par regarder l'endroit où a été trouvé le corps. Il est dit dans un endroit très difficile d'accès, dans des ronces et buissons à 5 mètres de la route de la Grande Corniche à Villefranche-sur-Mer.
Donc on est du côté de Nice, vers l'Italie. Et en regardant les images, la configuration fait un peu penser à l'inconnu, à la pièce de 10 pence. Une voiture peut facilement arriver, jeter le corps et repartir. Et comme le corps de cette femme était très lourd, il est même possible qu'en garant son véhicule de dos au fourré, l'auteur a qu'à pousser le corps et le corps il va tomber et rouler 5 mètres plus bas, comme c'est très en pente. Alors je ne sais pas si c'est la route qui est difficile d'accès ou vraiment l'endroit précis où elle a été découverte. Donc, fallait-il connaître parfaitement les lieux pour se retrouver sur cette route? Je ne sais pas. En tout cas, notre inconnue n'était pas en vie lorsqu'elle a été transportée sur les lieux, puisqu'elle n'avait sur elle qu'une paire de chaussettes, et puis on aurait retrouvé, je pense, des traces de sang. Alors, le plus gros indice, énorme indice même dans cette affaire, c'est quand même cette bague. Une alliance en or, avec écrit dessus « 25 juin 1960, Jean et Nelly ». Et comme elle était portée à l'annulaire gauche, comment ne pas imaginer que ce n'était pas la sienne? Et si elle est née en 1933, ça veut dire qu'elle se serait mariée au plus tard à 27 ans, en 1960. Et si elle était née en 1948, ça voudrait dire qu'elle se serait mariée au plus tôt à 12 ans, ce qui me semble quand même assez peu probable. En sachant que l'âge médian des mariages en France en 1960 était de 20 ans pour les femmes et de 23 ans pour les hommes. Alors mettons que cette femme, si elle s'appelle Nelly, se soit mariée à 20 ans en 1960, ce qui fait qu'elle serait probablement née dans les alentours de 1940, ce qui voudrait dire qu'elle aurait été, au moment de la découverte de son corps en mars 2008, âgée d'environ 68 ans. Alors, qui a bien pu vouloir s'en prendre à une dame d'environ 70 ans, ayant éventuellement des difficultés de mobilité, vu sa prothèse? Alors, est-ce que c'est pas le mari de 72 ans et plus qui en aurait eu marre? Peut-être que c'était une mamie au caractère difficile, ou alors peut-être que c'était ses héritiers pour l'héritage, un voleur, je sais pas, un employé de maison, mais alors pourquoi il lui aurait laissé ses bijoux en or? En tout cas, j'imagine que les enquêteurs ont dû chercher la trace d'un mariage entre une certaine Nelly et un certain Jean ayant eu lieu en 1960. Mais si c'est le fameux Jean, pourquoi aurait-il fait la bêtise de laisser la bague de fiançailles de sa femme? Ça veut peut-être dire que la personne qui est responsable de sa mort ne se doutait pas qu'elle était gravée à l'intérieur. En tout cas, j'ai regardé et Nelly, ça colle avec un prénom français. L'âge moyen des Nelly en France est de 58 ans. C'est un nom qui était donné plutôt au milieu du siècle dernier, donc ça colle avec l'âge de la disparue. Et la vraie question, c'est pourquoi personne n'a déclaré la disparition de cette dame? Ses enfants, si elle en avait, son mari, s'il était encore en vie, ses amis, le reste de sa famille. Ça n'a pas trop de sens, même une voisine qui a l'habitude de la voir. Et donc ne vous moquez pas, mais j'ai quand même regardé la signification du prénom Nelly. Oui, je sais, moi je suis très signification des prénoms, et j'ai lu que donc c'est un prénom d'origine grecque et germanique qui tire ses origines de Hélène. De nature sentimentale, Nelly a tendance à idéaliser sa vie de couple, la rendant exigeante envers son conjoint. Nelly est une femme particulièrement susceptible, elle peut avoir une grosse crise de colère si jamais elle se sent trahie, sympathique, mais pas toujours facile à vivre au quotidien. Elle est quelque peu capricieuse, manquant de patience, leur très forte émotivité les rend soupolées, introverties, elles ont tendance à vivre dans l'imaginaire et à fuir les réalités du train-train quotidien. Coquette, élégante, cultivée et j'en passe. Et ça me fait un peu penser à l'histoire de ce couple. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Souvenez-vous, c'est quand le papy avait craqué à force d'entendre sa moitié lui hurler du matin au soir dans les oreilles. C'est peut-être ça, parce que c'est un traumatisme contondant qui l'a tué. Et peut-être que personne n'a déclaré sa disparition tout simplement parce que c'était une dame isolée. Et je trouve que 68 ans, quand même, ça paraît jeune, pour n'avoir plus aucun contact extérieur. Ou alors quelqu'un a déclaré sa disparition ailleurs, j'entends par là à l'étranger, et le lien n'aurait pas été fait ici en France. Rappelons qu'on est juste à côté de la frontière avec l'Italie et qu'on peut très bien faire également le trajet depuis la Suisse. Rappelons l'origine des pièces composant sa prothèse: Belgique, Suisse, Allemagne, Pays-Bas et Italie. Je me dis qu'a priori les policiers auraient trouvé une trace de cette union dans les services d'état civil, si tant est qu'une recherche par prénom soit possible. Alors, cherche-t-on au mauvais endroit ? Mais le contexte quand même de la disparition de cette femme est bizarre. Elle aurait fêté 2 mois plus tôt le Nouvel An et Noël, encore avant, sûrement avec ses proches. Et puis pouf, elle disparaît. Et comment peut-on justifier ça auprès des proches ou même auprès d'une voisine? Une mamie de 70 ans qui aurait décidé de partir brusquement, c'est quand même suspect. À cet âge, on a ses habitudes, on est quand même beaucoup moins nomade. Moi, j'irais du côté du compagnon, sinon de la famille, et j'irais peut-être du côté de l'Italie ou dans un pays francophone du côté de Nice. Donc en résumé, cette femme aurait eu environ 84 ans de nos jours.
Elle a disparu brusquement du jour au lendemain à environ 68 ans en 2008. Elle s'appelait peut-être Nelly, aurait été mariée à un Jean. Pour justifier son absence, peut-être qu'on vous a raconté que votre chère voisine aux cheveux grisonnants, de forte corpulence et qui boitait peut-être un peu du pied gauche, était peut-être partie en maison de retraite, ou peut-être qu'elle s'en était allée vivre, soi-disant, auprès de ses enfants, je ne sais où. Peut-être qu'on vous a dit qu'elle a quitté son mari. En tout cas, une Nelly n'a fait ses adieux à personne et a disparu entre le 29 février 2008 et le 1er mars. On s'est débarrassé d'elle pour une bonne raison, peut-être que c'était son mauvais caractère, peut-être que c'était pour des questions d'argent, de patrimoine immobilier, qui sait, et c'est sans doute quelqu'un de son entourage qui est le responsable. Du moins, c'est ce que je me dis. Mais vous avez aussi peut-être fréquenté la Nelly adolescente dans les années 50. Peut-être vous souvenez-vous de Nelly jeune femme qui s'est mariée et a commencé une vie d'épouse dès le début des années 60 avec un certain Jean. Peut-être y a-t-il une Nelly dans votre famille, une grande tante, la cousine ou sœur de votre grand-père ou grand-mère qui aurait eu environ 84 ans aujourd'hui, qui ne figure plus sur aucune photo de famille depuis 2008. Et je me demande si on dispose d'un fichier national qui permettrait aux policiers en un clic ou en un coup de fil de retrouver un mariage entre une Nelly et un Jean en 1960, ou si encore une fois les prénoms seuls ne suffisent pas, ou peut-être que cette recherche n'est possible que par secteur, qu'il faut connaître la mairie ou le lieu de mariage ou le département. Alors si vous travaillez en mairie et que vous avez la possibilité, sait-on jamais, de regarder les mariages en 1960, que ce soit ici ou dans la liste des pays que j'ai cités, eh bien sait-on jamais, ça vaut le coup de jeter un œil. Passons à l'inconnue suivante. Elle a été surnommée la femme aux papillons tatoués. Elle a été découverte le 17 avril 2016, flottant tout habillée dans la Seine par une famille qui se promenait sur les quais de Seine. C'était au niveau du quai de l'Industrie à Athis-Mons, dans les Yvelines, en Île-de-France. Il s'agit là d'une noyade. On ne sait pas si elle s'est jetée à l'eau ou si on l'y a poussée. Le décès est intervenu très peu de temps avant qu'on découvre son corps. On estime qu'elle était âgée d'environ 30 ans. Elle serait donc née aux alentours de l'année 1986 et aurait donc été âgée de 38 ans à ce jour. Elle mesurait 1m65, avait la peau claire, les cheveux châtain foncé et les yeux marrons. Elle portait un blouson noir, un pull noir, un pantalon en stretch noir, des bottines noires. Elle avait la particularité d'avoir de nombreux tatouages. Je vous ai mis le lien de sa fiche Interpol en barre de commentaires, puisqu'il est interdit de mettre ce genre de photos sur YouTube. Il y avait un tatouage en fleur d'hibiscus avec la lettre M sur la tige, qui était sur le dos d'une main. Il y avait une salamandre sur la cheville droite. Elle avait un papillon en arabesque sur la hanche droite. Elle avait des étoiles et un papillon sur la cheville gauche. Elle avait un papillon sur la hanche gauche, 2 papillons et des étoiles à l'intérieur du poignet droit, un papillon sur le haut du bras droit, des fleurs en arabesque dans le bas du dos. Il y avait écrit dans le haut de son dos Kaina, K-A-I-N-A, et elle avait comme bijou des boucles d'oreilles avec le symbole Peace and Love. Elle avait également un billet de 100 bolivars, qui est la monnaie du Venezuela, dans sa poche, et elle avait plusieurs hématomes sur les jambes qui étaient déjà présents avant son décès. Et voici donc son portrait robot. J'ai tout de suite pensé à une maghrébine, mais ce billet de 100 bolivars a de quoi faire douter. Elle pourrait tout à fait être vénézuélienne, mais je pense vraiment pour une femme d'origine maghrébine. Kaina, c'est un prénom pas mal répandu par chez moi en Algérie, mais on trouve des Kaina dans bien d'autres pays arabes. Et j'avais une amie berbère marocaine qui physiquement ressemblait pas mal à cette femme. Donc je pense que c'est pas déconnant d'imaginer qu'elle était d'origine maghrébine, tout en gardant à l'esprit que c'est peut-être pas du tout le cas et que c'était peut-être une vénézuélienne. Concernant son énorme tatouage, Kaina, j'imagine mal quelqu'un tatouer son propre prénom. J'imagine plus un hommage. Alors est-ce que c'était une nièce ? Est-ce que c'était une sœur partie trop tôt, une amie partie trop tôt, peut-être la maman, la grand-mère, je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait une recherche rapide et a priori, Kaina a commencé à être donnée comme prénom au bébé en France, justement à partir de 1985. Donc c'était peut-être une sœur. Quant au M tatoué sur le dos de sa main, c'est pas anodin. La main, donc c'est un tatouage énorme, et la main, c'est un endroit visible. Donc ce M doit avoir une forte signification pour elle. Et comment ne pas penser à un parent ? Alors, M comme Mohamed, peut-être, c'est justement le prénom de mon père, et c'est le prénom masculin le plus donné dans les pays arabes. Moi, je sais qu'il y avait pas mal de Mohamed qui faisaient partie de la génération de mon père.
en sachant que je suis née moi aussi en 1986 comme cet inconnu. Donc on est vraiment de la même génération. Et si elle est maghrébine, je sais que quand j'étais ado, adulte même, les tatouages étaient très mal vus, et encore aujourd'hui par certains. C'est comme la cigarette, c'est pas du tout bien vu. Et dans certaines familles, vous pouviez être renié pour une histoire de tatouage. Alors je me suis demandé si elle n'était pas en rupture avec sa famille, qu'elle n'avait donc plus de compte à rendre à ses parents, en sachant que la plupart des parents des enfants nés entre 70 et 80 étaient très à cheval sur le qu'en dira-t-on, voire même 90, surtout concernant les filles. Il fallait vraiment filer droit. Moi, par exemple, j'ai le droit de sortir la nuit, passer la vingtaine seulement. Et les mères, elles blaguaient pas. Hein. Je pense que certains de ces tatouages peuvent à peu près être datés. Déjà, certains sont assez anciens. On peut voir qu'ils ont bavé. Et il y en a qui étaient très en vogue quand j'étais ado. Le tatouage salamandre qu'elle a sur la cheville, par exemple. Certains se la tatouaient sur le dessus du pied. C'était hyper courant quand j'avais, 18 ans. 18-20 ans. J'ai même un ami qui en avait fait un pareil. Lorsqu'il avait 18 ans, il avait mal vieilli, comme le sien, et aux dernières nouvelles, il se le faisait enlever. Mais peut-être qu'elle s'est fait tatouer une salamandre, non pas parce que c'était la mode, mais pour la symbolique. J'ai lu que la salamandre représentait l'ascension vers la lumière et le développement de soi, que c'est un symbole de sagesse et d'adaptation, notamment de par sa capacité à s'auto-régénérer. Portez-le comme un souhait de renaissance. Alors, est-ce qu'elle a voulu en quelque sorte faire table rase du passé ? Elle a aussi un tatouage avec les fameuses étoiles, ce qui était très typique, pareil quand j'avais 18-20 ans. J'ai regardé la signification des fleurs d'hibiscus. Ils sont souvent considérés comme des symboles de beauté, de délicatesse et d'hospitalité. Alors, peut-être que cette femme a vécu, je me dis probablement en Île-de-France, mais qu'elle est peut-être originaire d'une autre ville de France. Elle serait venue s'installer à Paris comme de nombreux jeunes au sortir de l'adolescence. Alors peut-être que sa famille n'habite pas en Île-de-France, peut-être qu'elle est originaire de Marseille, de Strasbourg ou d'ailleurs. Et c'est un détail, mais en regardant les photos de ses tatouages, on peut voir que les poils de ses jambes sont en légère repousse, donc elle a dû se les raser maximum une semaine avant, ce qui veut dire qu'elle prenait un minimum soin d'elle. J'entends par là qu'elle en avait la possibilité. Il y a certaines situations très précaires qui sont difficilement compatibles, ou certains états émotionnels. Si tu broies du noir, te raser les jambes, c'est peut-être le cadet de tes soucis. Alors, est-ce que c'est le chagrin, d'ailleurs, qui l'a poussé à sauter ? La trentaine, c'est pas toujours une période facile, c'est même une période charnière dans la vie. La société vous dicte que vous auriez dû accomplir ci, ça. Donc c'est parfois compliqué pour l'estime de soi. Et est-ce qu'elle était aux prises avec un entourage violent, ce qui expliquerait les hématomes sur ses jambes ? Qui sait, un compagnon violent ? Peut-être qu'une dispute a éclaté avec quelqu'un et qu'elle a été poussée dans l'eau. En tout cas, la présence des hématomes sur ses jambes laisse entrevoir une vie difficile. Ou peut-être qu'elle s'est cognée. Par exemple, quand on est saoul, on peut se cogner comme ça pas mal de fois. Ou alors, soit elle a été cognée. Et que vient faire ce billet dans sa poche ? Après tout, encore une fois, ces traits peuvent tout à fait correspondre à une femme originaire d'Amérique du Sud. Ou alors, était-ce là un billet souvenir ? Une sorte de porte-bonheur. Mais en tout cas, vu les tatouages, moi je pense qu'elle devait vivre en France. Elle a peut-être voyagé au Venezuela, elle y est peut-être restée plusieurs mois ou années, ça je dis pas, mais en tout cas elle devait vivre en France. Et dans cette affaire, je pense que, c'est même évident que c'est le manque de visibilité qui a empêché son identification. Donc je pense qu'au-delà de toutes ces théories, en partageant sa photo, il y aura forcément quelqu'un qui la reconnaîtra. Le pourquoi du comment, est-ce qu'elle était triste dernièrement ? La Seine est malheureusement un lieu de prédilection pour les âmes en peine. Beaucoup de corps y sont repêchés. Mais peut-être qu'Interpol a de bonnes raisons de considérer sa mort comme suspecte, puisque c'est le cas de toutes les femmes de la liste et elle ne fait peut-être pas exception. Donc, qui sait ? Alors pour conclure, je pense que cet inconnu pourrait être reconnu par des frères ou sœurs ou d'autres membres de sa famille qui ont depuis des années perdu contact avec, qui la pensent sûrement encore en vie. Elle pourrait aussi être reconnue par des amis de collège ou de lycée. En l'an 2000, pile, elle avait 14 ans. Enfant, elle a connu la période boys band. Ado, la période qui sait Britney Spears, qui était elle-même fan de papillons et qui s'en est tatoué un. C'est la période de la Starac, c'est la grande époque du R&B US. Les tatouages qu'elle a sur elle, vous pouvez les retrouver chez beaucoup de gens de ma génération. Elle se serait fait ses tatouages vers le milieu des années 2000, ou alors la fin des années 2000. Alors peut-être que vous l'avez connue, cette jeune femme, au lycée, au collège. C'est peut-être une camarade qui avait une kaina dans sa famille.
Mais peut-être que cette femme est arrivée en France à sa majorité et qu'elle venait du Venezuela ou bien du Maghreb et qu'elle serait arrivée seule. Tout est possible. Je vous propose de passer à la dernière inconnue qui a été découverte le plus récemment, à savoir le 23 juin 2001 dans la ville de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Et là, juste en voyant le composite, j'ai tilté. C'était comme une évidence. Le hasard fait que mon ami a habité 2 ou 3 ans à Saint-Denis et je me souviens qu'au bout de la rue, c'était Porte de la Chapelle, aussi surnommée la Porte des Enfers. Et on aurait dit un autre monde. Et il fallait vraiment voir la misère qu'il y avait là-bas. C'était là que s'était réunie toute une population de migrants qui venaient d'être expulsés de je ne sais où, ailleurs, en Île-de-France. Et c'était la misère infinie. C'était à vous briser le cœur. Il y avait une énorme précarité. Je peux vous assurer que personne ne mérite ça. Il y en a beaucoup qui tombaient dans la drogue. On avait l'impression que certains avaient même perdu la tête. Et je me suis dit, d'instinct, et si cette inconnue n'a pas été identifiée parce qu'elle faisait justement partie de cette population précaire. Et regardez où le corps a été retrouvé, du moins une partie, en l'occurrence un crâne et des os de sa jambe gauche. Ici, dans ce terrain vague. Et je me suis dit, bingo, ça confirme encore plus. Mon ami habitait à quelques pas, juste ici, et Porte de la Chapelle, c'est juste là. Et regardez où le corps a été retrouvé. Donc c'est vraiment à côté. Je me suis dit que si cette jeune femme n'a pas été identifiée ou portée disparue, elle venait peut-être de l'un des camps improvisés à Porte de la Chapelle. Là-bas, la plupart des personnes sont sans papier. Donc peut-être que cette femme a été reconnue, mais que comme dans la toute première affaire qu'on a traitée sur cette chaîne, c'était une jeune fille qui était restée non identifiée pendant plusieurs années, tout simplement parce que ses proches étaient en situation irrégulière et qu'ils avaient eu peur de passer la porte d'un commissariat. C'est peut-être le cas de cette femme. Alors on va quand même reprendre depuis le début, Le 23 juin 2021, un sac poubelle contenant des restes humains est découvert sur un terrain vague de la commune de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Il s'agit d'un crâne et des os d'une jambe gauche. Elle serait morte entre 1 an et 6 ans avant. Elle était âgée d'une vingtaine d'années, probablement entre 17 ans et 25 ans. Elle serait donc née entre 1992 et 2003. Les données obtenues grâce au phénotypage génétique indiquent une ascendance africaine. Elle mesurait entre 1m62 et 1m72. Elle avait une couleur de peau noire, une couleur de cheveux noire et une couleur des yeux marron foncé ou similaire. Voici son portrait robot. Ce portrait robot, il a été effectué à partir du crâne, mais avec des outils permettant une représentation à peu près correcte. Mais il faut quand même prendre de la distance par rapport à ce portrait robot. En tout cas, je pense que c'est ce à quoi elle ressemblait effectivement dans les grandes lignes. Personnellement, je pense que c'était une jeune majeure. Donc, cette jeune femme a été tuée je ne sais comment. Puis, le ou les auteurs, on va parler au singulier, pour se débarrasser discrètement du corps, l'a coupé. Donc, a priori, c'était en intérieur que ça s'est passé, à l'abri des regards en tout cas. Puis, il aurait placé différentes parties de son corps dans différents sacs qu'il serait allé jeter un peu partout dans les environs, dont l'un des sacs dans ce terrain vague, sac qui serait resté ici entre 1 an et 6 ans avant qu'on ne le découvre. Et j'ai de suite pensé à quelqu'un qui n'était pas véhiculé, parce que si tu prends ta voiture, tu vas ailleurs qu'à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est très urbain, c'est très peuplé. Et regardez où les autres inconnus ont été retrouvés. Tantôt dans une forêt, tantôt le long d'une route un peu désert. C'était toujours dans un coin de nature un peu paumé. Et pas loin de Saint-Denis, il y a par exemple le parc de la Courneuve, qui est super grand. Alors c'est pas très loin en voiture, mais par contre ça fait une trotte en transport. C'est pas super bien desservi. Tout ça pour dire que je pense que l'auteur était limité en termes de mobilité. Il pouvait sûrement pas prendre le risque de se balader avec de tels sacs poubelles dans les transports. Il y a énormément de caméras dans les transports en commun en Île-de-France. Et il pouvait pas non plus se trimballer ces sacs trop longtemps dans la rue. Perso, j'aurais eu peur d'un contrôle d'identité. Tu marches seul la nuit avec des sacs poubelles, c'est risqué. Alors peut-être que l'auteur s'est déplacé en journée pour justement être plus discret. Et le fameux terrain vague, il donne sur un trottoir. J'imagine bien quelqu'un passer à pied à côté et se dire « Ok, je vais aller me faufiler là et je vais en laisser un ici ». D'autant plus que ce terrain vague est situé dans une impasse. Et une voiture qui s'engage dans une impasse est plus facilement repérable par les habitants de l'impasse qui doivent, avec le temps, connaître par cœur les voitures qui y circulent habituellement. Et j'imagine mal quelqu'un venir d'ailleurs que Saint-Denis, choisir Saint-Denis pour se débarrasser de ses sacs. Ça me paraît pas logique. Et en allant ailleurs, même si c'est juste l'une des villes à côté, c'est déjà moins urbain, moins peuplé et avec une présence policière moindre.
Et donc je pense que c'est pour ça que l'inconnue a été découpée, pour que l'auteur puisse évacuer son corps sans attirer l'attention de ses voisins. Elle mesurait entre 1m62 et 1m72. En partant du principe qu'elle avait un poids moyen, c'est impossible de la traîner tout entière sans attirer l'attention. Il aurait fallu une énorme valise ou une malle et les voisins auraient remarqué. Ils auraient peut-être fait le lien avec un article paru, c'était peut-être trop risqué. Moi, je pense qu'il s'agit là d'un homme qui réside non loin de là, qui a piégé cette jeune femme et il avait peut-être des raisons de penser que personne ne déclarerait sa disparition. Dans une autre situation, j'imagine la famille de cette jeune fille l'a cherché partout, placardé des affiches, appelé les amis d'amis. Là, rien. Juin 2020, au plus tard sa mort. Rappelons qu'on était en plein Covid. Et je me dis que les policiers ont dû faire une enquête de voisinage, à Port-de-la-Chapelle, c'est sûr, mais qu'ils se sont sûrement confrontés à des murs en allant interroger cette population d'ordinaire méfiante à l'égard des autorités. En tout cas, une chose est sûre, cette femme, âgée entre 17 et 25 ans, a disparu du jour au lendemain, au milieu de l'année 2020, ou peut-être avant, entre l'année 2015 et l'année 2020. J'avoue que ça fait quand même une sacrée fourchette. Personne n'a déclaré sa disparition. Alors vous avez peut-être côtoyé entre 2015 et 2020 cette femme du côté de Saint-Denis. Alors quand je dis femme, gardez à l'esprit que c'était peut-être une adolescente. Elle n'aurait plus donné signe du jour au lendemain, pas même un au revoir. Et vous avez peut-être trouvé une explication logique à son départ. Peut-être que cette femme vous dit quelque chose. Si j'ai vu juste, peut-être que certains la connaissent. Peut-être qu'un courrier anonyme envoyé aux forces de l'ordre pourrait aider. Dites-vous qu'elle doit manquer à ses proches. Elle a une famille quelque part qui doit sûrement attendre de ses nouvelles, attendre qu'elle revienne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Je pense que j'en ferai une autre concernant les corps retrouvés dans les pays frontaliers à la France. C'est ce que je me suis dit en cours de route. Je me suis dit, attends, s'il est probable que des inconnus aient vécu dans d'autres pays et que les auteurs soient venus les jeter en France, pourquoi pas l'inverse ? Pourquoi il n'y aurait pas des inconnues françaises qui auraient été jetées au-delà des frontières françaises ? Je verrai ça, en tout cas je vais essayer de le faire. Ce sujet est enfin terminé, je ne vous cache pas que ça a été très très long. C'était intense, mais ça valait le coup. Sachez que quand j'ai vu cet appel à témoins lancé par Interpol, j'ai tout mis en stand-by. Dans la minute, j'étais déjà en train de commencer à écrire le sujet. Par un incroyable hasard, au moment d'écrire le sujet sur Walker County Jane Doe, c'était sorti le mois dernier, j'avais justement écrit tout un paragraphe que j'avais finalement retiré. Je m'étais dit que j'y consacrerais un sujet entier plus tard. Et donc, je me posais à nouveau la question, c'est pas la première fois sur cette chaîne, de savoir pourquoi il y a une telle différence entre nous et les Américains. Eux disposent d'un réseau tentaculaire permettant à la population d'aider les enquêteurs à justement identifier les Jane et John Doe. Il existe des forums, il existe des sites, il existe des associations, la plupart financées par des dons de particuliers, gérés par des bénévoles. Je ne compte plus le nombre de fois où c'est un passionné de true crime qui a réussi à identifier une victime, réussissant ainsi là où les enquêteurs avaient échoué, et nous, ici, rien, au point où j'ai longtemps cru qu'il n'y avait pas de Jane Doe et de John Doe français. Là, on parle des femmes, mais imagine, il doit y avoir encore plus d'hommes, jusqu'au jour où Carl Zero en avait parlé dans un reportage. Voilà, c'est comme ça que j'ai su qu'il y en avait. Alors pourquoi nous, on n'a pas mis en place les outils nécessaires qui nous permettraient à nous, gens du peuple, de prêter en quelque sorte main forte à la police ? Je trouve qu'on formerait une sacrée équipe, ça irait beaucoup plus vite pour identifier les gens. Ce qu'il faut, c'est de la visibilité, il n'y en a pas assez. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum, à faire des résumés, peut-être des captations d'écran pour les poster sur vos réseaux sociaux, sait-on jamais. La solution est peut-être parmi nous, parmi vous. Comme toujours, n'hésitez pas donc à liker la vidéo, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire les amis.